Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle review du chapitre 1095 de One Piece. Et aujourd'hui, je vous l'annonce, je vais pousser ces foutus chapitres en long, en large et en travers. Tous les éléments futiles ne seront pas analysés parce que je ne suis pas fou, mais on va parler de tout. Ou du moins, beaucoup plus qu'avant. Bref, commençons avec non pas le générique des reviews, mais avec celui de la chaîne. La cover, toujours dans un mock de l'or en soie, une illustration tout autant sympathique sur le personnage du clown aux 1000 pièces, aka Baggy. Ce dernier s'est fait voler son pif par un petit singe, donc on rappelle bien au lecteur que ce dernier a un complexe avec son nez, car en plus d'être rouge, c'est un nez. Et la légende du dessin le dit elle-même, son fameux nez. Oda nous cache bien ce qu'il y a en dessous, logique puisque c'est sa vraie péninsule, donc à la manière de la façon dont il se démembre, le petit empereur doit avoir un simple cercle. Mais ce qui importe réellement, c'est qu'il ne le contrôle pas. Peut-être qu'il s'agit de la seule partie de son corps qu'il ne peut pas faire léviter ou maîtriser, puisque ce foutu singe le lui a volé et Baggy ne semble pas pouvoir le contrôler, en vue du fait qu'il le poursuit. Le singe pourrait aussi permettre d'agrémenter la relation conflictuelle entre Luffy et Baggy, à sens unique. Là où Baggy voit sa relation avec le chapeau de paille comme un réel conflit, Luffy le voit plus comme un pote avec qui s'amuser. Le singe, Monkey, bon, c'est simple, mais je pense que c'est intéressant pour cette petite illustration. Le chapitre s'ouvre là où le dernier s'en est stoppé, ça veut dire quelque chose, ta gueule, les ordres aux marines sont donnés. Saturne a posé un pied ou une patte sur le sol d'Egghead. Et hors certains grades, personne n'est digne de sa présence. Donc, au-delà de la panique générale, c'est surtout intéressant de voir que la hiérarchie est bien présente, parce que les dragons célestes n'acceptent pas de respirer le même air que les gens normaux, mais ce connard n'accepte même pas qu'on le regarde. Un des soldats fait mention de n'avoir vu que des portraits de Saturne, donc on comprend bien qu'ils ne se prennent vraiment pas pour de la merde, on comprend que la situation est vraiment complexe pour la marine, car ils ne font appel qu'aux amiraux en général, et donc un homme sortant de Marijois, ça choque. Donc maintenant on va changer de focalisation et regarder ça comme lecteur, parce que là on était plus du point de vue des mages. Si Saturne est là, c'est pour une raison à la base, ou deux en fait. L'autorité sur les séraphins et le fait qu'il soit le dieu de la science et de la défense, logiquement. Ce qui est intéressant sur ce passage, c'est la terreur que ressentent les marines, qui ne doivent pas connaître un max d'éléments sur ceux au-dessus de la pyramide, éléments qui ne nous a jamais réellement échappé. En parlant du Vioque, Bonnet l'a poignardé et il n'en a en effet rien à foutre. Cependant, son agression de la part de la jeune pirate choque les marines présents et autorisés à le voir, tout en rappelant qu'il est bien en haut de la chaîne alimentaire. C'est ainsi qu'il les coupe et offre un moment de badassitude, ce terme n'existe pas, en leur rétorquant que s'il avait voulu esquiver, il l'aurait fait, montrant bien qu'il s'en fout de ce petit coup d'épée. De toute façon, il se soigne facilement. On voit un peu la manière qu'il a d'attaquer. Les yeux de Saturne, comme dans 1094, semblent lui permettre de contrôler les êtres vivants présents. Il a fait exploser une tête, il a attiré Bonnet, et il l'a chopé avec sa grosse main qui pue. Sanji, gentleman en herbe, avec une prime de plus d'1 milliard, l'attaque, et il se fait stopper net. Saturne l'a couché tel un bon chien-chien. Il a tellement confiance qu'il n'exécute pas tout de suite le doc et les autres. Puis s'enchaîne un léger échange entre le doyen et l'amiral Kizaru, où ce dernier se voit étonnamment, aux yeux de Saturne, perdant de sa mission. Il rétorque qu'il sait en regardant Luffy, donc le fruit du gomme-gomme, etc. Et il le dit avec un genre de mépris qu'on ne peut qu'imaginer, mais surtout qui ne fait pas plaisir. Puis une attaque imminente d'un violent coup de patte de l'araignée bœuf sur l'empereur au chapeau de paille se voit échouer grâce au charpentier. Franky descend à Saturne le fait de nous montrer son agacement sur cet équipage qui ne souhaite pas se rendre sans faire d'histoire. Logique, connard! Saturne nous permet, dans une courte scène d'exposition, de nous rappeler que Bonnet et Luffy n'ont rien à voir avec l'équation de base, aka l'assassinat de Vegapunk. Pour sa trahison, mais dans une dynamique gouvernementale, il le remercie d'avoir servi sa patrie. Je grossis le trait. Ce qui est important, c'est le rappel que son chef d'accusation, haute trahison, et je pense qu'on peut dire qu'en effet, Papy Tête de Pomme a bien trahi le gouvernement. Saturne fait preuve de cruauté, donc on a enfin un bon élément de développement de personnage avec lui, parce que jusqu'ici, à part prendre les autres de haut, ou même être haut, on n'avait pas vraiment d'éléments. Bref, tout ça pour dire que ce dernier veut les faire souffrir un max.
En preuve avec ce dialogue. Enfin, Saturne contre Bonnet. Il précise bien le fait qu'il soit d'une race supérieure, aka dragon céleste, voire Dieu en fait, de par son statut officiel. En marmonnant dans sa barbe que les êtres humains sont chiants à ne pas faire ce qu'on leur dit de ne pas faire, en vrai, c'est vrai? Oui, je sais, super analyse, et je vous emmerde. Bref, on comprend le pouvoir de Saturne, qui au-delà d'attirer les gens ou de les fumer, littéralement, on peut les empêcher de bouger. On sent avec la réflexion du doc que Saturne a bien un fruit du démon. On pouvait déjà le spéculer avec les petits nuages de l'éveil, je les appelle comme je veux, bande de connards, mais avec l'analyse du mec le plus intelligent au monde, plus trop de doute. Et surtout Bonnet qui en veut désormais à mort au doyen, on l'a légèrement aperçu dans le 94, pour Kuma. Il rétorque que Kuma est né esclave, donc Par contre, il déclare que c'est le seul survivant du peuple des Buccaneers. Avant d'aller dans la définition, on va retourner un peu plus tôt dans l'œuvre, à un moment où Lin nous dévoile qu'il ne lui manque plus que 3 races dans sa famille de connards, qui mérite d'avoir l'intervention de Pascal d'ailleurs. Bref, par déduction, on sait qu'il y a les Lunaria, les géants, et donc ce dernier pourrait bien être les fameux Buccaneers. Alors, la vraie, véritable et véridique vraie vie, et surtout la traduction, pour les boucaniers, en gros c'est le nom donné à certains aventuriers qui chassaient le bœuf sauvage aux Antilles pour les fumer la viande ou en faire du commerce de peau. Serait-ce un élément pour montrer que, oh là là, Kuma va faire la peau, oh là là, je spécule, oh oh oh. Au-delà du choc de Punk lors de cette révélation, on sait désormais que le gouvernement a pris Kuma comme cobaye, même si le doc a fait l'opération, c'est bien les doyens qui semblent être à l'origine du choix quant à la personne sacrifiée. Et les paroles de Saturne sont assez intéressantes, je vous le redis, mais il nous précise que Kuma est né esclave de par sa race. Au-delà de faire de Saturne un Éric Zemmour, ça apporte surtout des éléments de cette nouvelle tribu, Buccaneers, qui va probablement nous être développée plus tard. Mais pour le moment, tout ce qu'on doit retenir, c'est le statut d'esclave et le côté culturel qu'on va revoir. D'ailleurs, élément drôle, mais lors de sa première apparition, Kuma était aux côtés d'un dragon céleste. Oui, il en faut vraiment peu pour me faire rire. On apprend que Kuma a eu, de par un flashback de texte, oui ça existe, a toujours voulu être un héros, comme Mika, le guerrier de légende qui, comme nous le savons, a été mentionné comme une légende urbaine. Ça nous permet d'agrémenter les dires de cette légende au sein du lore. Oui, j'ai répété beaucoup de fois le mot légende. Puis, au moment où Bonnet s'apprête à être exécuté, vient une réplique de Vegapunk. Ce n'est qu'une enfant. Et je me suis posé une question. Son âge est estimé à 22 ans. Mais on sait bien que Bonnet a un fruit permettant de jouer avec l'âge. Elle est impulsive comme une enfant. Et vous voyez là où je veux en venir. Bonnet serait qu'une gamine. Mais littéralement. Pourquoi elle est aussi mature? Pourquoi en paniquant elle prend l'âge d'un enfant par instinct? Pourquoi dans le flashback où Kuma ne semble pas si vieux, elle a l'air d'une enfant? Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient nous le faire penser. Mais peut-être que je m'attarderai à ça en détail plus tard. Je voulais surtout vous présenter ça, puisque j'y ai pensé lors de ma lecture du chapitre. Pour en revenir au flashback, Bonnet semble elle aussi vouloir être libérée. Mais par quoi? On s'en fout, puisque nous sommes plongés 47 ans plus tôt, à la naissance de Kuma, au royaume de Sorbet. Royaume dont il sera le tyran plus tard. Beaucoup de choses intéressantes. Son père est Buccaneers, ou du moins a du sang de cette tribu. Le docteur, qui semble s'être occupé de l'accouchement, décide de garder le secret sur les origines de Kuma, mais les hôpitaux ont malgré eux été victimes de l'omniprésence du gouvernement, prenant donc Kuma, son père et sa mère comme esclaves pour les dragons célestes, juste à cause de leur race, probablement une race ennemie ou en lien avec le siècle oublié, d'où ce que disait Saturne sur le fait qu'il était né esclave. Et il s'y est fait, souffrant, mais dans le silence, échangeant certaines fois avec ses parents, mais un jour, sa mère décède. Et son père explique plus tard la légende de Nika, et surtout un élément très important. Au-delà de la légende dans l'univers de l'œuvre, il confirme que la légende vient du peuple Buccaneers. Donc, Joy Boy ne serait pas forcément un géant, mais pourrait être un Buccaneers. Cela est toujours en raccord avec le chapeau de paille de Imu, car les Buccaneers sont comme des géants, mais pas autant. C'est un peu comme une sous-race, quoi. Je suis pas raciste, j'ai un très bon ami bronze. Et il faut aussi se rappeler que Wouzvou, qui mentionne le fait que la légende du dieu soleil vient des esclaves, maintenant, on sait que ces esclaves, Buccaneers, enfin que c'est eux qui sont à l'origine de cette légende, puisqu'ils se la donnent de génération en génération. Puis une fin tragique pour le père de Kuma, qui se fait tuer par un dragon céleste,
car il le trouvait trop voyant. Encore une fois, un passé tragique pour un des nombreux personnages de One Piece. Merci Oda de faire ce que Disney ne sait plus faire, parce qu'un gamin qui pense que la vie ne vaut pas d'être vécue, et qui souffre autant de par son statut d'esclave, avec la mort de ses parents qui lui vendent du rêve sur des légendes basées sur la liberté, je n'ai pas de chute. Alors, rien à voir, mais le blaze du père serait Crap. Bartholomew Crap. Voilà. Sur un point mieux analysé, on sait que Kuma est probablement en route pour Egghead. Et si, justement, il venait pour faire comme son héros? S'il venait sauver Luffy et Bonnet? Sur ce point de vue, donc de l'écriture, cela serait vraiment intéressant. Mais comment Kuma peut vaincre Saturne? Je vous laisse sans réponse. Chais. Donc, il y a 38 ans, non pas les 47 ans de maintenant, mais suivez s'il vous plaît, putain. Enfin du putain de God Valley. Et vous allez être déçus, mais pas forcément, parce que 38 plus God Valley égale incident de God Valley. On va sûrement se faire teaser, ou alors en prendre plein la tronche, dans le bon sens du terme, bien entendu. Et donc, on comprend que les connards célestes sont bien des gros enculés, parce que tous les 3 ans, ils ont un jeu tradition, ce que vous voulez, pour éradiquer une population. Et God Valley n'étant pas affilié au gouvernement mondial, bon, il se l'approprie. Le roi n'est pas chaud, donc il montre son mécontentement, mais se fait fumer par un chevalier divin, Saint Carling Figarland. On va y revenir, pas de soucis. En tuant le roi des indigènes, je ne suis pas raciste. Il perd 10 000 points à ce fameux jeu, ce qui pour lui semble être un handicap équitable pour les autres participants. Donc on voit qu'il y a déjà un bon niveau. Mais en plus des habitants de God Valley, riches en ressources, les esclaves dits problématiques, dont Kuma fait partie, oh mais regardez qui est là. Donc voilà, hein, Saturne, il y a 38 ans, il avait la même tronche. Donc je pense qu'on peut bien affirmer que ces connards sont très vieux. Hein, qu'ils ont largement mérité leur surnom de les 5 Vioques. Bon ok, c'est les 5 doyens. Ce qui importe le plus, c'est que God Valley n'est pas une île des dragons célestes. Les 20 familles se sont réunies il y a 800 ans, étaient déjà basées à Marie-Joise, donc l'île est juste une île random, qui a subi un des jeux mortels des dragons célestes, parce que pas affilié au gouvernement. On comprend pourquoi les autres pays payent un tribut pour les dragons célestes, c'est pour ne pas se faire éradiquer la tronche, tout simplement. C'était facile à déduire, mais là maintenant, on en est sûr. Et surtout, l'incident qui la verra disparaître. Pour le moment, on peut juste attendre de voir les différents protagonistes arriver et profiter du récit qui va assembler toutes les pièces du puzzle pour cette page ô combien importante de l'histoire de One Piece. Cependant, pour revenir sur le tournoi des dragons célestes, je voudrais rapidement spéculer sur la récompense, et s'il s'agissait de l'œuf sur le bateau de Goldirge, pardon. On pense beaucoup au fait qu'il s'agirait d'un œuf de dragon, et c'est appuyé sur le fait que les dragons célestes adorent les dragons. Hein, je vous renvoie au mec qui a donné un surnom à celui de Punk-Hazard. Donc ça pourrait faire partie des trésors que Roger et son équipage récupèrent. Trésors qui nous ont été dévoilés dans un storyboard sur lequel on va revenir. Pour l'événement qu'on attend le plus, un rapide rappel des faits. À cette période donc, ce qui va probablement advenir, un conflit eut lieu entre l'équipage des Rocks, composé donc pour les noms que nous avons, Newgate, Lin, Kaido, ce dernier se verra d'ailleurs offrir son fruit du démon par Charlotte Lindin à ce moment, Shiki le Lion d'Or, le Captain John, et Stussy, H d'Argent et Ochoku. Bon, les deux derniers on n'a pas de visuel officiel. En plus, bien sûr, du capitaine Rox Xebec, opposant l'équipage de Roger qui s'est allié avec Garp. On sait que l'île a ensuite disparu, que Xebec a brisé certains tabous avant de se faire battre. Beaucoup pensent au siècle oublié par rapport à ce tabou. De plus, le fait que Figarland, qui aurait joué un rôle important, et qu'il était champion sur God Valley, donc spoil pour les tournois, merci. Hâte de voir ce qui va se passer. Un élément intéressant, mais pas applicable à tous les persos pour des raisons d'absence de connaissances, les membres de l'équipage des Rocks semblent avoir un lien avec le gouvernement mondial. Et ça va vous étonner, c'est pas un super lien. Trafic d'enfants, pauvreté, vol de liberté, etc. etc. Donc pourquoi pas un équipage fait pour être contre le gouvernement mondial, mais dans l'essence même de l'équipage, je veux dire. De plus, l'apport de Xebec, porteur du dit, peut être celui de la liberté. Je m'explique, contrairement à Luffy, qui va être inspirant une liberté totale pour tous, Xebec serait plus dans un esprit de vengeance, et donc de violence, ce qui expliquerait pourquoi Roger a protégé les dragons célestes avec Garp. Pour pas qu'ils ne prennent le pouvoir. Mais quel pouvoir, justement? Eh bien, j'ai parlé des récompenses, et de ce que ça pouvait être, hein, le fameux œuf de dragon, mais je ne vous ai pas encore parlé des coffres. Oui.
des coffres. Les récompenses pourraient être des fruits du démon. Ça expliquerait d'ailleurs celui de Kaido, hein, par la même occasion. Et donc on pourrait avoir un fruit en particulier. Un fruit qui permettrait à son utilisateur d'être roi du monde. Le but de Xebec. Bon, maintenant on va parler de celui dont vous voulez qu'on parle, Garlic. J'ai revu Red récemment et... Notre plus gros problème, c'est que le peuple est derrière elle, elle est très populaire. Il faut éteindre les braises de la révolution avant que quelqu'un ne souffle dessus. Le sang des filles d'Irlande coulerait-on dans les veines de cette jeune fille? Bon, alors, je l'avais pas remarqué, mais oui, il semblerait que ce connard soit un aïeul de Shanks. Et là, vous allez me dire, mais Uta, c'est pas la fille du zizi par Shanks. Bon, alors déjà, apprenez à parler. Ensuite, pour les doyens aux yeux du monde, Shanks est sa fille. Et là, on peut le confirmer. Ils ont la même gueule. Donc oui, je pense bien que le nom de Shanks est Figarland, et donc qu'il est le gosse d'un connard céleste. Mais comme Don Quichotte, il a trahi son statut de dragon céleste par l'incident de God Valley, puisqu'il aurait été trouvé après le dit incident par Roger, et donc il est resté pirate. Mais j'avoue ne pas savoir comment justifier le fait qu'il soit entretenu avec les doyens en mode ok, et le fait que Sengoku lui fasse une faveur, parce que si c'est un pirate avec 4 milliards et un ancien membre de l'équipage de Roger, ben j'avoue que j'ai du mal à faire le rapprochement, pour le moment du moins. D'ailleurs, en parlant de 4 milliards, dans le livre For Beyond, soit 4 milliards en français, un databook offert pour le film Red, en France, sous 2 éditions, seulement la cover change. Bref, on en apprend avec un storyboard, dont voici un fanmade pour mieux l'illustrer, que Roger a eu Shanks dans un coffre au trésor juste après s'être barré de God Valley. Donc ça appuie la possible relation entre Garling et le roux. De plus, Shanks semble avoir le même succès auprès de la jante féminine que le chevalier divin. Enfin, il semble que le chapitre se termine là où le flashback du 1074 s'était présent. Aka dans un champ, où Kuma se fait rattraper par ses co-détenus. On a aussi l'info donc comme quoi les détenus esclaves sont par groupe de 10, et que si un s'enfuit, tout le monde prend tarif, et exécuté pour dire les termes. Moyen efficace de tension et d'oppression de la part des connards célestes. On comprend aussi comment il a rencontré son bébou Ivankov, esclave lui aussi, et Ginny, une autre esclave. Et c'est tout. Bon, pour le lore, je vais vous préciser que le traducteur du jeudi l'a nommée comme étant la sœur d'Ivankov, mais pour le moment, on n'a aucune info depuis la trad officielle que vous voyez maintenant. Bref, c'est Ivankov qui nous indique que les Buccaneers ont le fameux sang de géants, ou du moins sont une sorte de race de géants, ont un lien avec les géants. Je vais rapidement vous parler de Ginny, même si, bon, bah, pour moi c'est complètement con vu qu'on n'a rien à part une relation, un blaze et un visuel. Peut-être, ça peut être la mère de Bonnie, donc la femme de Kuma, si elle ne meurt pas à God Valley. Futur bien sûr, hein, c'est des gosses. Mais j'ai vu un truc un peu con sur les réseaux. Une théorie sur une théorie. Bon, alors je sais que j'ai déjà fait, j'ai oublié quand, mais je suis sûr de l'avoir fait. Donc on prend des pincettes, et voilà. Cette femme sur la cover du 1057, enfin sur un des dessins pour le 1057, parce que bon, bah quand on a le format physique, bah, on voit bien qu'il n'y est pas dedans, merci Oda, serait la mère de Luffy. Et Ginny, présentée avec de la bouffe, avec un visage un peu espiègle, bon bah, comme Bonnet l'est, serait la mère de Luffy. Bon bah déjà on voit bien que Luffy et Bonnet ils ont ce rapport à la bouffe, ce qui fait que je peux comprendre qu'on puisse penser ça, mais il y a quand même une grosse différence. Surtout que Dan Dan est la représentation de la figure maternelle. Et Oda a précisé, bon, quand l'auteur dit un truc, oui, non, enfin ça vaut ce que ça vaut, mais il a précisé qu'on ne verra jamais la mère de Luffy parce qu'elle n'a rien à voir avec l'aventure du récit. Donc voilà, c'est de la spéculation encore une fois, de toute façon on est là pour spéculer, hein, c'est le principe des vidéos. Et voilà, donc je suis pas trop d'accord, mais on n'est jamais sûr de rien. Pour venir sur Kuma, on peut imaginer que la naissance de l'armée révolutionnaire, alors non, pas littéralement, car on le sait, l'armée existe depuis 22 ans après l'incident d'Ohara, ce que je veux dire, c'est la rencontre des principaux fondateurs. Dragon a 55 ans, et 55 moins 38, donc l'incident de God Valley, ça fait 17. Je suis fort en maths, donc peut-être qu'en tant que jeune marine, parce qu'on connaît Garp, hein, il était sur God Valley, et qu'il a vu l'horreur des PD célestes et que ça aurait pu lui faire prendre conscience qu'il était du mauvais côté niveau moral. De plus, en voyant Roger à l'action, on aurait un autre élément justifiant sa présence lors de son exécution, comme dédié Shanks, hommage ou respect. Je spécule beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur l'homme le plus recherché au monde. Bref, à une prochaine. Bonjour, laisse un commentaire,
laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.